Je glissais dans l'obscurité étirée du vortex tactique, et l'univers se gondolait autour de moi comme une peau tendue sur un tambour cosmique. La sensation n'était pas celle d'un simple voyage spatial, tout mon corps vibrait à la fréquence des distorsions, chaque battement de mon cœur semblait excéder ses propres limites, résonnant en écho avec un autre que je ne voyais pas, un autre qui aurait pu être le mien. Mon mentor m'avait averti, nul ne pénètre ce nœud dimensionnel sans sentir sa propre identité se fragmenter. Pourtant je n'avais pas le choix. Les béliers tachyoniques s'y rassemblaient, invisibles mais palpables, comme une menace sourde. J'avais activé la coque torsion de mon croiseur et les flots d'énergie magnétique se faisaient sentir dans le moindre couloir. Le vortex n'était ni un lieu ni une frontière, c'était un champ de miroirs mobile. Un espace dont les reflets déformaient les flottes qui tentaient encore de le traverser. Étrangement, certaines ombres semblaient se répéter, tourner en boucle, comme si d'anciens combats recommençaient sans cesse, prisonniers des rémanences tachyoniques. Je distinguais parfois l'explosion figée d'une frégate, immobile dans la clarté verte d'une déchirure spatio-temporelle, puis elle fondait en pluie de photons avant de reparaître plus loin. Je m'accrochais aux commandes en resserrant mes mains, tentant de garder une trajectoire stable. Les cartes tactiques étaient inutiles, aucun écran ne pouvait reconstituer une cartographie fixe du vortex. Il fallait se fier aux intuitions, aux mouvements internes des ondes gravifiques et aux transmissions brouillées qui résonnaient à mi-mot dans le casque. J'avais appris à écouter les anomalies comme d'autres lisent un texte. Ici, dans les interstices de la réalité, chaque silence valait un avertissement. Une déflagration, sourde mais pénétrante, secoua le flanc du croiseur. Je crus d'abord à une attaque, mais les instruments indiquaient le contraire. Ce n'était pas une arme. C'était une résonance. Le fracas d'un bélier tachyonique qui venait de traverser une strate du vortex non loin, injectant dans la trame des perturbations abyssales. Mon estomac se serra. Je savais ce que cela signifiait, la domination perséide avait lâché ses monstres dans ce théâtre. Ils s'en serviraient pour piéger ou reconfigurer toute force intruse. Si je ne décodais pas vite leur trajectoire, je finirais piégé dans une boucle temporelle, condamné à rejouer à l'infini ma propre entrée. Une silhouette apparut alors dans le halo bleuté des champs de confinement, translucide, oscillant d'une paroi à l'autre du cockpit. Je reconnus son port immédiatement avant même que ses traits ne se matérialisent. C'était moi. Non, c'était lui. Le double traître. Ses yeux, plus froids que ceux que je croisais dans le miroir, semblaient peser sur moi avec une ironie calme. Ma gorge se serra au souvenir de ce que j'avais juré, ne jamais oublier que ce reflet créé par une onde tachyonique n'était pas un spectre ni une imitation, mais bien une altération possible de mon propre être. Et il avait choisi un camp. Le mauvais. Nielsen, dit-il à voix basse, tu dérives trop vite vers la strate périphérique. Sa voix vibrait avec trop d'exactitude, comme si elle se synchronisait avec mes pensées, anticipant mes hésitations. Ils t'attendent là-bas. Le commandeur Perséide pose déjà ses filets. Tu ne franchiras pas la seconde courbure. Je serrai les mâchoires. Peut-être, mais moi je tends mes propres filets, murmurai-je. Tu crois guider, mais tu ne fais que révéler ta position. Il sourit, léger, et disparut avant que je ne puisse saisir davantage de sens. Aimantations inversées. La trace du double traître se dissipa en un souffle chaud. J'inclinai les flancs du vaisseau et plongeai dans un canal noir, ce que mes instruments appelaient la crevasse de phase 3. Les parois de lumière y vibraient comme les cordes d'un instrument géant, chacune grésillant au passage. Si je me trompais dans l'angle, je serais projeté hors de la continuité et mon corps se fragmenterait à travers une centaine de possibles. Je forçai ma respiration à rester constante. Le grondement s'intensifia bientôt jusqu'à remplir tout mon crâne. Une présence plus vaste que mes pensées. Le bélier. J'étais suffisamment prêt pour sentir les flux tachyoniques se replier autour d'une géométrie inconnue. Les béliers n'étaient pas de simples vaisseaux, ils étaient mi-machine mi-entité, hérités d'une civilisation si vieille que son souvenir avait sombré avant même la naissance des alliances actuelles. Un champ magnétique colossal tourbillonnait en spirale autour de cette masse, comme un feuillage d'astres arrachés. Si je restais dans son sillage trop longtemps, mon être se défraie, mes souvenirs s'empoisonneraient de possibles contradictoires. Mais je n'avais plus le choix, chaque vecteur m'aspirait davantage vers le vortex tactique, comme si l'univers lui-même me sommait de franchir ce seuil. Le temps cessa de s'écouler comme une mer soudain figée. Chaque étincelle de poussière suspendue dans la lumière incandescente se tenait immobile, et ma respiration elle-même résonnait comme un écho métallique frappant sur une voûte vide. Ma main demeurait tendue vers l'artefact,
mais aucun mouvement ne franchissait la distance qui nous séparait. Ce n'était pas l'inertie d'un piège physique, c'était toute la trame de l'univers qui retenait son souffle contre moi. Une silhouette translucide apparut alors, et je compris trop tard qu'elle n'était autre que moi-même, l'autre moi, celui que j'avais juré de détruire. Je repliai lentement mes doigts, mais l'artefact flottait encore au centre d'une onde de résonance, irréelle. L'air vibrait d'un texte muet, des formules qui n'appartenaient pas à des mathématiques, mais à une écriture vivante qui palpitait comme du sang. Je restai campé, fasciné, alors que le double traître me fixait en silence, ses traits distordus par la translation temporelle. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit, puis une onde me traversa, me rappelant la douleur de mon premier passage par le vortex tactique. Le flux reprit brusquement. La poussière retomba, ma poitrine s'emplit d'un air brûlant, les parois de la chambre d'ancrage se mirent à trembler. Une plainte cachée derrière la pierre vibrait, l'artefact n'était pas un objet, mais une présence. Je le sentais comme on sent un astre vivant augmenter sa gravité. Ma main s'empara de lui, et une lumière carmin m'inonda, sans chaleur mais saturée de mémoire. J'y entendis les serments d'espèces oubliées, les cris noyés d'alliés exécutés dans l'ombre, et la promesse d'une libération qui ne ressemblait pas à une victoire militaire, mais à un arrachement radical. Je reculai, suffocant, et la salle clipsée dans le tissu du vortex sembla se dilater. Les murs s'étirèrent, devinrent des horizons courbes. Mes yeux furent envahis par les motifs du pacte carmin. Fragments d'une alliance proscrite, leurs voix se bousculaient en moi, annonçant qu'au-delà des génocides, la bataille véritable n'était pas de conquérir, ni même de survivre, mais de défaire la tyrannie qu'imposaient les béliers tachyoniques au destin. Je pensais à la domination perséide. Au commandeur, son regard de glace, son rire rare, devenu plus cruel à chaque accrochage. Il n'avait jamais compris que je doutais de mes propres certitudes, et que ce doute seul me tenait debout. Dans la clameur du carmin je discernais son ombre, comme si déjà l'artefact liait son futur au mien. Les versants du champ tachyonique s'inversèrent, et la silhouette trouble de mon double traître reparut, mais cette fois la distance entre nous n'était plus immatérielle, il me faisait front, sabre quantique tiré, la bouche ployée par un sourire sadique. « Te voilà donc lié, comme je l'ai été, dit-il. » Sa voix portait la stridence de réminiscences temporelles, comme si plusieurs voix miennes s'entrechoquaient à travers lui. « Le pacte croit en toi, mais il t'utilisera comme je l'ai été. Chaque vérité que tu toucheras deviendra une arme contre toi. Mais peut-être as-tu l'orgueil de penser que tu sauras plier le vortex à ton gré. » Je ne répondis pas. Tout mouvement risquait de briser l'équilibre dans ce lieu, un battement pouvait équivaloir à un siècle de guerre. Je respirai profondément et, serrant l'artefact contre ma poitrine, je concentrerai mon regard sur lui. Les lignes carmin quittaient mon bras pour gravir mes tempes, dessinaient une cartographie de mémoire vivante. Les murmures se firent plus précis, instructions, mais aussi avertissements. Le vortex tactique se fissura autour de moi, dévoilant des couches successives comme les peaux d'un fruit incandescent. Derrière certaines strates de réalité, j'apercevais la violence nue de la flotte perséide, innombrable, et le fracas inexorable des béliers tachyoniques qu'ils dirigeaient. Leur rugissement brisait jusqu'aux équations que les ancêtres avaient laissées. Mais derrière d'autres strates, un tout autre avenir pulsa, fragile. Des mondes libérés, aux mers redevenues respirables, des voix d'enfants riant sans masque atmosphérique. Je savais ce que cela signifiait. L'artefact forçait mon esprit à simuler des futurs, à goûter la saveur des destins pour m'inciter à choisir. Mais chaque choix déclencherait une ligne, et chaque ligne susciterait l'intervention de mon double, programmé dans l'ombre des Persèdes pour contrecarrer mes pas. Nous nous observâmes de nouveau. Ses yeux, qui étaient aussi les miens, avaient perdu une part du trouble, ils vibraient d'une haine consciente mais glacée qui ne cherchait même plus à se dissimuler derrière des masques de logique. Le cryptogramme n'avait pas terminé son cycle que j'avais déjà compris l'essentiel, ma couverture n'existait plus. La domination perséide connaissait mon identité, mes coordonnées approximatives, et sans doute mes allégeances ambiguës. Mon souffle s'allongea en une spirale glaciale, comme si ma trachée se souvenait déjà du vide spatial qui me guettait. Il me restait quelques battements de cœur avant que les senseurs ennemis ne projettent leurs filets sur moi, avant que les taux du vortex tactique ne deviennent ma geôle plutôt que mon refuge. Je laissai mes doigts courir sur le pupitre de manœuvre. Les rémanences tachyoniques chatoyaient derrière la verrière, formant des lacets de lumière convulsifs, des couloirs qui ne menaient nulle part ou partout à la fois. L'immensité liquéfiée de l'espace ressemblait à une mer retournée, et chaque vague contenait un couteau. Le vortex tactique bruissait des chuchotements de ceux qui s'y étaient perdus aux vestiges biosonores,
derniers échos de flotte brisée. Ma peau réagit comme si le métal du vaisseau vibrionnait contre mon squelette. Un signal extérieur s'accrocha au mien, insidieux, modulé à une fréquence que je connaissais trop bien. Ce n'était pas le commandeur Perséide, mais quelque chose de plus intime, une douleur que je croyais ensevelie dans mes cicatrices. Ma propre voix. Altérée, plus grave, saturée de rancune. Tu pensais pouvoir te cacher éternellement, Nielsen? Le double. Celui que les béliers tachyoniques avaient arraché de moi lors de l'effondrement quantique sur la frontière. Un reflet carnivore, nourri par la haine des Persèdes, sculpté dans la mouvance tachyonique pour être ma négation vivante. Entendre ces inflexions m'éviscérait davantage qu'une lame. Je répondis sans détour, mon timbre à peine stable, tu trahis ta propre chair en les servant. Un léger rire résonna dans l'habitacle, comme si le vortex lui prêtait ses poumons. Je ne trahis rien. J'accomplis ce que tu n'as jamais osé. Tu parles de liberté, mais tu n'as su offrir aux tiens que l'exil et la fuite. Moi, j'apporte une victoire durable. Je songeais aux colonies libres qu'avaient jadis bercé mes rêves. Je me voyais enfant, scrutant l'horizon d'un désert extérieur, promettant à ma mère que jamais nous ne vivrions sous la férule des empires. Aujourd'hui, mon double brandissait cette promesse comme une arme contre moi. Un violent fracas muet se répercuta dans la coque, les béliers tachyoniques venaient d'ouvrir un corridor tout proche. Le vortex lui-même s'arqua comme une plaie, laissant surgir de nouveaux filaments, lignes d'énergie torsadées qui cernaient mon navire. Les Persèdes lâchaient leur meute. Je ressentis la traction subtile d'une volonté étrangère, mécanisée, qui sondait mes propres choix avant qu'ils n'existent. Je coupais brutalement les propulseurs principaux et lançais une dérive contrôlée, glissant entre des miroirs de plasma. Chaque surface réfléchissait mon visage, multiplié à l'infini, comme pour confirmer que l'ennemi que j'affrontais n'était que moi-même. Les senseurs grésillèrent, noyés dans un vacarme statistique, impossible de distinguer un allié d'un piège. Un nouveau message frappa mes perceptions, transmis non pas par communication normale mais par contact parapsychique, brutal, tel un hurlement qu'on m'enfonçait dans le crâne. Le commandeur Perséide lui-même. Nielsen, rends-toi. Cette poursuite n'est qu'un gaspillage. Nous avons étudié chacune de tes stratégies. Tu le sais, ton double est déjà la version réussie de toi-même. J'essuyais un filet de sang qui s'échappait de ma narine. Le contact psychique laissait en moi une érosion insupportable, comme si mes souvenirs eux-mêmes s'émiettaient. Mais un fragment persista, la lueur rouge obscure du pacte carmin, la promesse chuchotée qu'à l'intérieur même du vortex je trouverais la clé. Je ne pouvais céder maintenant, pas alors que les alliances secrètes comptaient sur moi pour fissurer l'Empire. Je laissai ma voix s'élever dans le canal tactique, dirigé vers le commandeur et mon double, si vous croyez que la copie vous garantit ma défaite, vous ignorez encore ce qui s'agite dans les échos tachyoniques. Même l'Empire ne maîtrise pas le vortex. Je libérai alors que je n'avais jamais osé tester. Une capsule, contenant un fragment de calcul paradoxal conçu par les exilés du pacte carmin. Sa structure logique n'obéissait pas aux séquences causales usuelles, elle se déployait en spirale temporelle, envahissant simultanément hier et demain. Dès son activation, le vortex frémit comme s'il exhalait un râle vivant. Autour de moi, la trame de l'espace se fendilla en myriades de prismes instables, chaque facette offrant une version divergente de ma propre silhouette figée dans la stupeur. Les renforts me rejoignirent dans ce chaos diffracté, Nielsen, porteur des codes tactiques interdits des courants obliques, et 3 méduses mentales de l'archipel d'Inadir. Leurs pulsations cognitives se superposaient à mon souffle, m'offrant une lucidité que je n'aurais pu atteindre seul. Nous n'étions pas qu'une coalition improvisée, nous incarnions la seule contestation réelle face au dessein déclaré de l'Empire, la centralisation absolue de toute circulation dans le vortex tactique, jusqu'à réduire les mondes périphériques en simples relais soumis à la capitale stellaire. Déjà, les Persèdes se révélèrent. Non plus à travers la voix de leur commandeur ou l'ombre de son double, mais par centaines, échelons de croiseurs nerveux dont les carapaces translucides vibraient de motifs chromatiques, langue vivante d'une stratégie collective. Chaque vaisseau, animé de conscience fractale, je vis le bélier tachyonique se déployer comme un hurlement de lumière diffractée. Sa coque n'existait déjà plus, remplacée par des veines d'énergie inversées qui perforaient la matière et arrachaient les couches de réalité alentour. Le souffle me heurta sans jamais me toucher, comme si l'univers avait oublié l'endroit précis où je me tenais. L'ancien allié, celui qui avait marché jadis à mes côtés, riait de son geste, il m'avait précipité dans la gueule d'un événement que nul stratège n'accepterait de calculer. Mais le rire se déchira lui-même au milieu de l'effondrement,
comme s'il s'était reflété dans 1000 fractures du temps. Je voulais bouger, mais mes muscles refusaient l'ordre. Mes yeux, pourtant, s'accrochaient à la dislocation du vortex tactique. L'espace se courbait en spire bleuâtre, des filaments électromagnétiques tordus comme des nerfs à vif. Il n'y avait plus de haut ni de bas, je dérivais dans une chambre de miroirs liquides qui m'aspirait tour à tour dans des passés partiels et des futurs éventrés. Une fraction de moi-même crut percevoir d'autres silhouettes, restes fugitifs de civilisations disparues, ensevelis dans ces remous instables. Pourtant, au cœur de ce chaos, une logique demeurait, le bélier forgeait une trajectoire, une seule, et je devais en saisir l'intention. J'entendis de nouveau cette voix, ma voix, mais froide, rendue acide par l'écho d'une haine que je refusais de posséder. Le double traître se détachait de la pluie tachyonique comme une ombre que la lumière refoulait. Je reconnus ce rictus crispé, cette manière d'infléchir le silence pour le transformer en menace. Il avançait sans effort dans un milieu où je me débattais. Comme s'il connaissait, mieux que moi, la texture des paradoxes. J'eus l'intuition douloureuse qu'il me précéderait toujours d'une seconde dans chaque mouvement, qu'il vivait déjà ma décision avant que je ne la forme. Autour de nous, le bélier tachyonique et sa gueule vibrante s'ouvraient davantage. Des colonnes d'énergie évoluées par saccades, se figèrent un instant puis se rétractèrent avec un claquement sourd qui résonna jusque dans mes os. Une ville entière aurait pu se volatiliser sans que quiconque, ailleurs, ne s'en aperçoive. Je crus percevoir la coloration indistincte d'un océan qui n'avait jamais existé, surgir et disparaître au rythme de ses battements. L'odeur métallique d'un fer incandescent saturait l'air, et je n'étais pourtant pas certain de respirer. Il me fut nécessaire d'ancrer une pensée, une seule, pour ne pas me perdre, j'étais Nielsen. Ce nom circula dans mon esprit comme une étincelle qui refoula les abîmes. Je n'avais pas le droit d'abandonner à cet instant, car le pacte carmin s'appuyait sur ma survie. Derrière moi, un millier de consciences insoumises, terrées dans les marges sombres de la galaxie, attendaient que je décrypte l'énigme du vortex. Un simple retard m'aurait trahi, et je m'arrimais à cette responsabilité comme un rocher au milieu d'un torrent. Alors je tentai une manœuvre. J'imaginais non pas un geste mais une courbure mentale, la projection d'un ordre abstrait sur l'expression mouvante du bélier. L'espace ploya, timide, hésitant, et je pus me raccrocher à une ligne claire, une arête stable comme la pointe d'une lame en suspension. Mes pieds foulèrent ce qui ressemblait à une surface, et pour la première fois depuis l'impact, je fus capable de retrouver un équilibre factice. Le double traître m'observa, intéressé. Ses yeux éclataient de reflets argentés, creusés dans un visage qui n'était que le mien, mais plus affûté, plus ferme dans son implacabilité. « Tu comprends enfin » souffla-t-il, et chaque syllabe s'imprima dans la texture changeante autour de nous, comme si ses paroles redessinaient le tissu de l'univers. Sa voix me signifiait qu'il n'y avait pas de victoire concevable, seulement une symétrie qui me détruirait. Je crus distinguer derrière lui une silhouette massive, lourde de certitude, le commandeur Perséide. Sa présence se devinait, enchâssée dans l'ombre, comme un totem figé dans ses remous instables. Pas d'uniforme visible, pas de bannière, seulement l'impression d'une cervelle militaire, sûre de sa domination, qui surveillait ce duel comme on observe un jeu d'échecs dont chaque pion est presque conscient. Sa patience me glaça plus que la férocité du double traître, il attendait que nous nous consumions l'un l'autre. La fureur du bélier amplifiait notre combat intérieur. Des segments du vortex éclataient en arcs incandescents. Je voyais des navires surgir dans ces reflux, carcasses de croiseurs disloqués puis effacés dans la seconde suivante, comme des souvenirs effondrés. Chaque spasme de lumière ravivait l'écho d'agonies anciennes, des équipages perdus criant à travers les plis du champ. Il s'échappa dans une gerbe d'échos instables, l'artefact carmin collé à sa paume comme si la matière même du vortex cherchait à le protéger. J'aurais voulu l'arrêter, tendre un bras, mordre dans la trame lumineuse qui s'effondrait derrière lui, mais déjà il se dissolvait en un miroitement furieux. Les parois du vortex tactique se contractèrent, réfléchissant son ombre divisée en une centaine de reflets trompeurs, tous ricanant de moi, avant que le silence ne se referme brutalement, laissant l'odeur d'ozone dans mes narines et la morsure des paradoxes au fond de mon crâne. La lumière rougeâtre de l'artefact avait disparu, avalée par mon double. Je sentis, pour la première fois depuis longtemps, la peur brute se faufiler sous l'armure de mes raisonnements. Le pacte carmin ne me pardonnerait pas cet échec, et la domination perséide si elle avait orchestré cette fuite en tirerait parti pour resserrer son étau. Pourtant, je ne pouvais pas rester là, figé dans l'onde résiduelle d'une défaite. Je fis un pas en avant, et la gravité changea d'orientation comme pour me rappeler que dans le vortex les pas étaient toujours des décisions tectoniques. Autour de moi,
les miroirs mobiles commençaient à dériver, se frottant les uns contre les autres dans de longs gémissements de vers souffrants. Chaque reflet déformait ma silhouette en une infinité de stratégies possibles. L'un de ces visages portait une cicatrice au front que je ne possédais pas encore, un autre souriait avec une assurance glacée qui me glaça davantage que mes défaites. Chacun m'observait avec un jugement muet. Au cœur de cette mosaïque mouvante, il me fallait distinguer quelle trajectoire choisir, comme un général perdu dans son propre champ de bataille, où chaque pensée devenait débordement de réalité. Je fermais les yeux une fraction de souffle, cherchant à sentir le flux tachyonique. Il vibrait dans mes os, pulse arythmique qui me reliait à la créature mécanique et préhistorique qui rôdait en cet endroit, le bélier tachyonique. On disait qu'il n'obéissait à personne, mais se laissait séduire par les rages et les obsessions les plus profondes. J'eus le sentiment qu'il scrutait en moi la fissure ouverte par le vol de l'artefact. Comme un prédateur flairant une blessure, son attention se concentra. Je ne devais pas faillir. Je tentais de reconstituer sa fuite. Mon double n'avait pas seulement pris l'artefact, il avait choisi une direction dans le vortex qui n'existait pas pour mes yeux immédiats. Saut latéral dans le temps? Dédoublement de probabilité? J'avais moi-même exploité ces stratagèmes, mais voir mon reflet m'anticiper me donnait l'impression de combattre ma propre ombre avec une seconde de retard. Et dans un théâtre où chaque seconde pouvait éclater en siècles, le retard devenait une défaite cosmique. Alors que je scrutais les miroitements, une silhouette projetée se détacha des reflets. Le commandeur Perséide. Non pas physiquement présent, mais invoqué par résonance tactique, je savais que l'Empire projetait ses émissaires jusque dans ses labyrinthes visuels. Sa haute stature métallique, ses yeux brillants comme deux fentes de plasma, se dressèrent devant moi, avatar paresseux d'une autorité glaciale. Tu as perdu ce qui ne t'appartenait déjà pas, Nielsen. Sa voix vibra sans traverser l'air, elle jaillit directement de l'articulation de mes os. J'eus l'impression d'être une harpe dont il effleurait toutes les cordes. Et toi, dis-je en serrant les dents, tu crois dominer ce vortex alors que tu n'y vois qu'un champ de manœuvre. Mais tu ignores encore ce qu'il fait naître. Un silence gonfla. Derrière son avatar, je crus apercevoir une ombre plus vaste, amorphe, qui n'appartenait ni à lui ni à moi, projection du double traître déjà relié à ses stratèges. Ou simple distorsion du lieu. Je n'eus pas le temps de trancher. Le sol s'ouvrit sous mes pieds. Une vague de gravité inversée me souleva et me cloua au plafond. Tout le vortex tremblait comme si le bélier avait donné un coup d'épaule contre la réalité. À travers les reflets brisés, j'aperçus des flottes entières se disloquer, image d'un futur ou d'un passé. Le pacte carmin me hurlait par mille voix d'agir, leurs suppliques et menaces se confondant. Mais c'est mon double qui appela le premier. De loin, son rire se propagea par vagues solides, heurta mes tympans, ricocha dans les miroirs. Je savais que c'était lui, un rire sans chaleur, construit avec mes intonations, mais chargé d'un mépris inhumain. J'entendis aussi l'écho de l'artefact carmin, qui vibrait désormais comme une cloche sourde, pulsant à chaque fois que qu'il reprenait souffle, comme si nos deux existences s'enlaçaient dans la même cage d'ondes. On raconte que le pacte carmin naquit bien avant ma lignée, quand 3 civilisations mourantes jurèrent de lier leur mémoire dans une matrice de sang et de lumière. Chacune offrit son ultime héritage, les chants d'une espèce océanique qui refusait l'oubli, les calculs fractals d'une race minérale détruite par ses propres machines, et enfin les serments des nomades zéro, qui troquèrent leur chair contre des suites d'algorithmes autoréplicateurs. De ce creuset naquit un réseau, un pacte scellé sous une fréquence unique, ni organique, ni mécanique, mais durable. Leur consensus avait une teinte carmin non par hasard, c'était la couleur qu'ils percevaient tous, bien que leurs yeux eussent appartenu à des mondes divergents. Ce code chromatique devint un sceau, une arme, une voix transmise par les effondrements successifs. Et moi, héritier inattendu, je le vis s'ébrouer au centre du vortex tactique, comme si une montagne avait décidé de reprendre souffle. Les filaments de lumière qui formaient son ossature se tordirent, aspirant la matière noire qui dérivait alentour. Ce n'était pas un simple réveil mécanique, un appel avait traversé le temps jusqu'à lui, et maintenant l'onde portait jusque dans mes os le grondement de son éveil. Je compris qu'il me percevait, pas comme un passager illégitime, mais tel un témoin qu'il jugeait. Tout autour, les strates du vortex ondulaient telles des membranes prêtes à éclater, distordant chaque respiration que je prenais. Je tendis mon esprit plus que ma voix, craignant que toute parole ne devienne un écho empoisonné. Le bélier tachyonique oscillait entre forme solidifiée et présence intangible. Sa carcasse mi-serpentine mi-cristalline projetait des mirages de batailles anciennes que nulle mémoire humaine ne pouvait contenir. Dans ses éclats furtifs,
je reconnus des armadas qui s'étaient dissoutes bien avant ma naissance, des flottes que l'histoire n'avait retenues que comme des mythes étouffés. Ils diffusaient dans l'espace environnant un récit codé de fin du monde répété mais jamais définitif. Je sentis l'effleurement de sa conscience sur la mienne, sans langage commun mais avec un poids plus lourd que toute grammaire. Mes pensées se faisaient décortiquer une à une, comme si chacune était posée sur une table d'autopsie. Je découvris avec une terreur résignée qu'il fouillait en moi la trace laissée par l'autre, mon double traître. Son intérêt croissait, palpable, comme une tension statique prête à éclater en déflagration. « Tu veux me sonder » murmurai-je mentalement, alors que mes lèvres restaient closes. « Tu veux comprendre la fracture en moi ?» Un silence oppressant suivit, si bien que le vacarme des champs magnétiques sembla plus supportable qu'avant. Enfin, une onde douce se propagea. Ce n'était pas une réponse articulée mais le geste d'un titan sur ma conscience, une question. Le bélier me confrontait à ma propre dualité. Je revois soudain le visage de mon double, ce miroir déformé de moi-même, né lorsque les Persèdes déclenchèrent la première onde tachyonique. Sa haine m'avait frappé comme une morsure, haine d'exister seulement pour servir mon contraire. Cette entité que j'aurais dû abhorrer, je la sentais encore ramper en arrière-plan de mon être. Le bélier, lui, voulait mesurer l'écart entre nos deux natures. Une vibration plus aiguë secoua le vortex, rugissant comme un tremblement de tonnerre plié par le vide. Le commandeur Perséide n'attendrait pas. Les capteurs de mon module projetaient des fantômes d'approche, silhouettes de croiseurs qui frôlaient déjà la première couronne du vortex. Ils cherchaient à capturer le bélier avant moi, à l'asservir comme une machine de guerre. Nielsen, fit une voix déchirée, celle de mon double. Elle s'infiltra dans ma psyché, surgit du reflet tachyonique qui m'accompagnait depuis l'entrée dans la zone. Je suis toi et ton ombre. Pourquoi discutes-tu avec un monstre, lorsque l'Empire m'offre la clarté? Je serrai les dents. Sa présence intérieure n'était pas seulement intrusive, elle s'accordait d'une autorité qui me glaçait. Je ne pouvais ignorer que, dans une version divergente de la réalité, j'avais choisi leur camp, j'étais devenu ce stratège implacable allié à la domination perséide. Parce que ce que tu appelles monstre est peut-être la seule chose capable d'arracher nos chaînes, pensais-je en retour. La vibration du bélier amplifia mes mots intérieurs. Il semblait peser la sincérité contre la duplicité, mes fibres mentales contre la cicatrice laissée par mon double. Que cherchait-il? À décider de mon aptitude? À jauger si je méritais seulement de l'aborder? Puis vint le choc, une gerbe de lumière fendit l'espace depuis la couronne externe du vortex. Les armes gravimétriques Persèdes frappaient déjà. La structure du lieu se mit à résonner, chaque prisme de matière écho-projetait de multiples horizons incohérents. À travers eux, j'aperçus d'autres moi, d'autres Nielsen, certains brandissant des étendards carmins, d'autres enchaînés au cuirassé de l'Empire. Était-ce vision ou avertissement? Le bélier projeta une onde sismique qui rétablit un instant la cohérence autour de moi. Et dans ce court répit, je perçus distinctement une émotion lui appartenant, lassitude. Des millions d'années de sommeil, réveillé toujours pour se voir instrumentalisé. Il refusait encore une fois d'être un outil. Je posai une des paumes sur la coque vibrante de mon module transparent, comme si ce geste insignifiant pouvait franchir l'abîme. Ma pensée se développa en prière, montre-moi le chemin, pas comme serviteur, mais comme interlocuteur. Et il répondit. Pas par des mots, ni par une vision claire, mais par une onde de chaleur qui fit trembler tout l'espace intérieur. Je ne compris qu'après coup la portée de mon geste. J'avais tendu la main vers l'artefact sans savoir quelle part de moi il grignoterait. Ce fut comme une morsure invisible, une brûlure muette qui s'incrusta sous ma peau. Le double, mon reflet haineux, me fixait avec un sourire qui n'en était pas un, il savait, lui, le prix exact du sacrifice. Dans le tumulte du vortex tactique, les ondulations de l'espace s'ouvrirent autour de nous, angles tordus mêlant passé et avenir. Le sol, s'il méritait encore ce nom, pulsa sous mes pieds comme une chair interminable. Les filaments tachyoniques se tissaient, décrivant une toile de force centrifuge et paradoxale qui fendait le silence du néant. J'écoutais résonner le battement d'un cœur qui n'était pas le mien, celui du bélier tachyonique, lié à notre affrontement, lassé qu'on l'arrache sans cesse à son repos. Son appel vibra dans mon crâne, comme une plainte étouffée par des siècles de servitude. Le double leva l'artefact, une lame brisée de lumière condensée, rareté du pacte carmin détourné par les Persèdes. Chaque geste qu'il accomplissait semblait effacer et réécrire les minutes précédentes, comme si les lois du temps se pliaient à sa rancune. Je n'avais pas conscience d'avoir avancé vers lui, mais je sentis nos champs s'entrechoquer.
Mon souffle s'emballa, je crus voir ma propre silhouette se dédoubler dans les reflets instables, multipliés jusqu'à l'absurde. « Tu as déjà perdu », me lança-t-il, sa voix étirée par les réverbérations du vortex. « La seule victoire qui te reste est d'accepter ton rôle, celui de la graine sacrifiée. » Ces mots frappaient juste. J'avais accepté sans comprendre, et maintenant les fils du piège se resserraient. Pourtant je résistais, car je percevais dans son orgueil une faille ténue. Le vortex tactique répondait différemment à ses injonctions, peut-être rejetait-il l'imposture d'un Nielsen forgé par une onde dérivée. Un grondement lointain remonta par les filons d'air polarisés. Le bélier émergeait, masse colossale ourlée de flammes de particules déviées, et toute la trame du vortex vibra sous sa présence. Il ne nous regardait pas vraiment, pourtant je sentais sa conscience m'éclairer, puis se détourner vers mon double, hésitante, presque méprisante. Dans ce silence lourd, je sentis ma gorge se serrer, je compris que l'entité savait distinguer entre l'ombre et l'original. Je levai les bras comme pour retenir la vague. Mais ce ne fut pas la marée tachyonique qui me heurta, ce fut la vérité infiltrée dans mes veines. L'artefact exigeait que je cède une mémoire, une strate entière de mon identité. Je sentis se détacher de moi des souvenirs d'enfance, le sable rouge des colonies libres, la voix grave de ma mère sur le seuil du dôme. Tout cela s'effaçait, consommé comme un carburant nécessaire au pacte. Le double s'avança, certain de sa victoire. Il pensait que ma perte de souvenir m'amollirait. Mais au contraire, je sentis une lumière froide me parcourir, déracinée, prête à plier ce qui restait. La douleur devenait un outil, une corde tendue. « Ce n'est pas toi qui le reconnais », murmurai-je en serrant les doigts sur l'onde de l'artefact. « Ce n'est pas toi qui portes la charge des choix. » Le bélier émit un son informe, pas vraiment une note, plutôt l'ébranlement d'une cloche fractale. Et je vis le double vaciller, son visage se crispant, comme si l'entité venait de lui rappeler sa condition d'écho factice. Alors il bondit, l'âme levée, et nous fusionnâmes dans un choc brutal. Les lignes du vortex se replièrent sur elles-mêmes, projetant des images parallèles moi étendu en cendres, ou bien lui en lambeaux, ou parfois aucun de nous. Chaque version surgissait et disparaissait comme des phares éclairs dans la nuit du multivers. Je dus m'agripper à la plus mince probabilité, persuadé que je pouvais la forcer à tenir. Le commandeur Perséide apparut soudainement, silhouette surplombée d'une armure dense, éclatant du rien comme s'il avait toujours été là. Ses yeux sombres cherchaient mon double, non moi. Il leva une main lourde d'autorité. « Nielsen, dit-il avec un accent de triomphe, tu as enfin accompli ta fonction. L'ombre s'est assurée que tu sois réduit à n'être qu'un signal. » Mais le bélier fendit cette déclaration d'un vacarme muet. Les strates magnétiques s'ouvrirent comme une gueule cosmique, forçant le commandeur à se protéger derrière ses champs. Je profitai de l'onde pour repousser mon double, qui chancela dans un halo d'échos contradictoires. Je savais que le choix n'était plus entre moi et lui, mais entre ce néant rugissant et la fragile cohérence de nos esprits. Alors je prononçai, presque sans voix mais avec toute la résonance d'un serment ancien, l'invocation du pacte carmin. Les arcanes de ce contrat oublié se mirent à pulser dans mes veines comme une seconde circulation, pareille à une signature brûlante inscrite au cœur même des champs. Je sentis leur teinte rougeâtre envahir mon regard intérieur, tressant des accords de loyauté entre ma conscience fragmentée et l'immensité vorace qui aspirait tout. L'air du vortex tactique vibra sous cette adhésion, la géométrie mouvante des forces se replia, érigeant un rempart où mes cris mentaux se confondaient avec la lueur pourpre du pacte. Je compris que chaque battement de ce serment me liait non seulement à la survie de mon esprit, mais aussi à l'équilibre fragile des flottes éparpillées. Le pacte carmin exigeait un prix, tenir, coûte que coûte, avant que les deux Nielsen émirent l'onde simultanément, et j'en ressentis l'écho comme si mon propre cœur avait battu en cadence avec une plaie ouverte dans le tissu du réel. Le choc se déploya en spirale, chaque instant dédoublé, tordu, renvoyant en miroir mes propres décisions futures déjà corrodées par le passé. Les parois du vortex tactique résonnèrent d'un grondement sourd, comme si l'espace contenait un organe vivant qui refusait de se laisser lacérer. Je sus alors que l'activation n'avait pas créé deux voies distinctes mais une seule plaie commune, dans laquelle nous étions aspirés, moi et mon reflet, l'original et l'ombre, liés l'un à l'autre au-delà de la haine. Les filaments tachyoniques se dressaient, pareils à des colonnes d'écume solide qui se ruaient vers l'extérieur des champs, étreignant les coques des béliers comme des serpents lumineux. Leur rugissement n'était pas sonore mais mentaux, une vibration emplissant mes pensées, me barrant la route de toute autre réflexion. Je distinguais le double, son visage tendu dans la pénombre rougeâtre, les yeux brûlants de certitude comme s'il détenait la justification secrète d'une croisade. Nous étions enfermés dans la même bourrasque,
contraints à négocier chacun avec les instances psychiques des béliers, sous l'œil invisible du commandeur Perséide qui orchestrait la bataille à distance, dosé de patience glaciale. Je craignais que ma conscience se délite devant cet excès d'informations, mais je m'accrochais à une image précise, la résonance particulière qui différenciait ma mémoire d'homme façonné par les colonies libres. Le double, lui, suintait de servitudes impériales, chaque pensée modulée comme une trame militaire. Les béliers percevaient cette nuance. J'en eus la confirmation par une onde qui me traversa, un souffle de mépris adressé à celui qui n'était qu'écho fabriqué. L'air vibra, et pour la première fois, j'entrevis la colère inerte de ces entités, leur refus d'être encore instrumentalisés, leur désaveu pour ce qui n'était pas l'original. Pourtant, les lignes du vortex fusionnaient bien au-delà de nos drames humains. Le champ entier oscillait, pliant ses géométries instables, transformant les trajectoires des vaisseaux alliés du pacte carmin. L'escadre se perdit dans un labyrinthe mouvant d'arcs lumineux, certains navires se retrouvèrent à flotter dos à dos, instantanément privés de repères. Les formes oblongues des astronefs Perséides surgissaient ou disparaissaient selon le cycle des ondulations, comme des requins invisibles dans une mer de brume. La guerre totale battait déjà son plein, mais son chaos passait inaperçu pour la plupart, il fallait aux esprits des capteurs électromagnétiques pour le déchiffrer. Je ne voyais plus où terminait mon corps et où commençait la strate des béliers. Chaque impulsion psychique réinjectait à l'intérieur de moi des fragments de souvenirs, ma première affectation comme simple stratège, le rire ancien du commandeur Perséide avant qu'il ne se transforme en glaçon doctrinaire, et aussi mon propre refus, jadis, d'obéir à une directive qui condamnait une ceinture d'astéroïdes habités. Chacun de ces souvenirs se réécrivait dans le maelstrom. Mon double s'agitait, privé de cette richesse, il n'avait que mémoire mécanique et hargne, et le flux tachyonique le révélait creux. Je le sentis vaciller. Mais il restait dangereux. Sans hésiter, il lança une onde de divergence, une griffure dirigée contre moi dans la nappe tachyonique. La morsure toucha mes synapses, et mes mains tremblèrent contre le pupitre de commande. Je ne pus qu'opposer un refus nu, une patience consciente qu'il ne connaissait pas. Ce fut alors que le bélier principal, celui que nous faisions vibrer ensemble, interrompit le duel en projetant une détonation silencieuse. Toute l'arène temporelle bascula. Le vortex tactique se resserra comme une immense fleur carnivore, absorbant les intrus dans ses pétales d'ombre. Le commandeur Perséide envoya ses ordres saturés de froideur hiérarchique, verrouillage, convergence, frappe coordonnée. Mais chaque ordre retombait dans une geôle insensée, les navires ne répondaient plus conformément. Le flux tachyonique les remodelait, et certains équipages se retrouvèrent incapables même d'actionner leurs armes. J'entendis, au-delà des parois de mon vaisseau, les sanglots mentaux des matelots adverses se brisaient sous l'assaut. Ce n'était pas une explosion, mais la lente désagrégation de la guerre elle-même, liquéfiée dans une logique qui ne leur appartenait pas. Un instant, je crus discerner les silhouettes fantomatiques du pacte carmin en train de se dissoudre, les stratèges alliés réduits à des reflets sans avenir. Pourtant, je persistais à tenir la ligne d'analyse, convaincu que la solution ne viendrait pas d'un tir ou d'une manœuvre mais de l'attention donnée aux murmures secrets des bélis, ERS du flux, ces entités patientes qui glissaient entre les replis du champ. Je vis alors l'onde s'étendre bien au-delà du front, sur les colonies périphériques, les civils perdaient d'un coup la peur qui les laminait depuis des cycles. Les sirènes d'évacuation, autrefois ponctuelles comme un pouls malade, s'éteignirent l'une après l'autre. Dans les quartiers enfouis de la station orbite, des familles sortaient dans les couloirs vitrés, hésitant mais soulagées, comme si la gravité de la guerre s'était allégée de moitié. Une femme tenait son enfant contre son épaule, l'air de respirer pour la première fois depuis une décennie entière. Dans cet entrelac d'accalmie, les factions jusque-là opposées se rapprochèrent. Le pacte carmin, exsangue, accepta la main tendue de la coalition azurée, et les clans fractales de la ceinture noire scellèrent un accord inattendu sur le vortex tactique lui-même, comme si la structure permette l'horizon s'était brisé comme une vitre de lumière, et je sentis l'érosion du temps m'arracher la peau d'instant. L'onde tachyonique avait fracassé toute continuité, effaçant la ligne unique pour la disséminer en fractures qui s'effondraient déjà vers le néant. J'étais suspendu entre deux non-moments, un territoire sans passé clair ni avenir assuré. Au milieu de cet abîme mobile, je percevais encore la silhouette immobile du double traître, figé à l'intersection des retombées. Derrière lui, les nuées brillantes du bélier tachyonique s'ouvraient comme un œil fatigué, mais un œil qui me voyait, moi seul, et qui refusait l'ombre factice. Je me retrouvais ramené dans le vortex tactique, non plus comme simple témoin mais comme noyau d'équilibre. Les champs ployaient, les fibres lumineuses s'enroulaient, traçant des spirales d'une précision impossible. Le vide semblait vibrer de respirations sourdes.
je goûtais à l'indice d'un univers en train de réécrire ses propres lois, non pas par volonté mais par nécessité de survivre au bélier manipulé depuis trop de cycles. L'air même de la cabine résonnait de tensions paradoxales, mon sang pulsait au rythme des courbes temporelles qui tentaient de s'autocorriger. Le commandeur Perséide apparut à travers les franges de réalité. Non pas par transmission conventionnelle, mais comme une silhouette ramenée par la compression de la causalité. Sa voix était lourde, comme un cristal prêt à éclater sous pression. « Tu crois encore qu'il existe une victoire qui sauve ?» me souffla-t-il. « Tu n'étais qu'un pion. Même ton double en sait plus que toi du schéma final. » Je voulus répondre, mais les mots se dissolvaient dans mes lèvres. Car je voyais déjà que le double traître se rapprochait de lui, marchant comme s'il glissait entre les couches disjointes, autour d'une gravité qui n'existait que pour lui. Le bélier tachyonique vrilla les champs et fit éclater un silence vibrant. La dualité était tranchée en deux, Nielsen et le double, l'originel et l'ombre, tous deux placés face au jugement implicite de l'entité. Je perçus cette répulsion muette qui l'émanait, ce refus ancien d'être chargé des illusions maladresses imposées par les humains. Ces vibrations heurtaient ma chair, et je sentis ce qu'ils désignaient, l'ombre n'était qu'un contrefait. Moi seul existais. Le double hurla. Pas de son, mais une onde mentale cisaillante, comme si chaque particule en moi voulait se retourner contre moi-même. Il voulait me fragmenter, me faire douter, m'effacer par l'idée même de trop d'origine. Je tombai à genoux, mes tympans internes saignaient d'une douleur qui n'était pas physiologique mais conceptuelle. Pourtant, le bélier, dans son souffle souverain, repoussa l'attaque en détournant l'énergie. Le double vacilla. Je compris là que je devais articuler ma propre tactique, non pas combattre l'ombre par des armes, mais par cohérence. Les paradoxes n'acceptent que l'authentique continuité. Je plaçai mes pensées dans une ligne claire, retraçant mon véritable parcours depuis mes jeunes années dans les colonies libres jusqu'à cet instant retenu dans le vortex. Chaque image, chaque souffle vécu, chaque peur et chaque souffle d'espérance, je les appelais dans une séquence solide. Ainsi, je redevenais une trajectoire unique, résistante au morcellement. Le commandeur recula. Ses yeux comme deux soleils malsains vacillèrent en percevant ma consolidation. Il avait parié sur le double, mais la présence écrasante du bélier modifiait déjà son calcul. Je lus son désarroi, l'Empire, qui se croyait maître des causes et effets, voyait sa propre cartographie tactique absorbée par le chaos vivant du vortex. Nielsen ? Tu ne comprends pas. Si tu refuses de devenir l'arme, l'Empire écrasera non seulement le pacte carmin, mais toutes les alternatives. Il vaut mieux contrôler le bélier plutôt que de sombrer avec lui. Ces mots n'étaient plus que du verre froid face à la chaleur tonitruante du silence psychique que m'envoyait le bélier. Alors, le double fit son dernier mouvement. Il se précipita vers le cœur du vortex, là où l'espace se répliquait comme une fleur de métal vivant. Son intention, je le compris aussitôt, n'était pas seulement de me détruire mais de s'imposer comme unique émissaire auprès du bélier, de devenir un témoin exclusif en effaçant celui qui l'avait précédé. Ce fut une course sans corps, une chevauchée mentale où nos vecteurs de conscience traversèrent les lignes de champ. Je ressentis sa rage comme une chaleur cancéreuse, j'opposai ma lucidité tranchante. À l'instant où nous convergions, le bélier ouvrit entièrement son œil d'énergie. Ses fibres s'étendirent comme 1000 bras de lumière, happant nos deux trajectoires. Le double se tordit, essayant de se gréer, Encher hors de l'emprise, mais ses strates s'effilochaient déjà, filées en poussière d'étincelles.